Bonjour et soyez les bienvenus dans Xenius. Bienvenue dans notre émission à Bègle, près de Bordeaux. Il est toujours le dernier à rendre les interros. Il a une écriture difficile à déchiffrer. Il est moins doué pour le sport que ses camarades. Il met un temps fou à faire ses devoirs. Et il est affreusement maladroit au quotidien. Autant de signes qui peuvent laisser penser que votre enfant est dyspraxique. La dyspraxie est un trouble du développement qui perturbe la coordination des mouvements volontaires. Elle passe facilement inaperçue, si bien qu'elle n'est souvent pas diagnostiquée ou alors trop tard. Pour les enfants concernés, ce problème empire lors de l'entrée à l'école. Cette maladie handicapante est malheureusement encore très mal connue. Alors, comment vit-on avec une dyspraxie et que peut-on faire pour la compenser le plus possible? On estime que dans chaque classe, au moins un enfant est concerné. Et pour mieux comprendre ce qu'ils endurent, voyons tout de suite ce qu'est exactement la dyspraxie. Former chaque lettre demande une concentration maximale à Céleste, 12 ans, qui ne peut écrire que très lentement. Étonnant pour cette jeune fille autrement si vive et appliquée. Mais qu'il s'agisse d'écrire, dessiner ou s'habiller, de nombreux gestes du quotidien lui posent problème. Céleste donne l'impression d'être maladroite, d'avoir deux mains gauches comme on dit. Rien de bien grave a priori, mais pour elle, c'est difficile. Mes mains, ils partent dans tous les sens, ça pose problème. Mes mains, elles font pas tout ce que je veux. Et voilà. Un problème qui porte un nom, la dyspraxie, un trouble du développement qui relève de la motricité globale ou fine. Les dyspraxiques ont du mal à coordonner leurs mouvements. Chacun de leurs gestes leur demande donc une énorme concentration. C'est généralement à l'école que cela devient un vrai handicap. Car bien que les enfants dyspraxiques soient d'une intelligence tout à fait normale, ils mettent beaucoup plus de temps que les autres à accomplir les exercices. Les médecins estiment que 5% des enfants allemands et français souffrent de dyspraxie. Une maladie pas si rare donc, mais qui reste largement méconnue et très peu étudiée. Soutenue par ses parents, Céleste apporte sa contribution à la recherche dans ce domaine. Au Centre d'imagerie cérébrale Neurospin à Paris, la psychiatre et chercheuse en sciences cognitives Caroline Huron étudie la maladie. Alors on parle de dyspraxie chez des enfants qui ont un trouble de la coordination motrice, c'est-à-dire qui ont des performances sur des échelles de coordination motrice qui sont suffisamment éloignées de la norme pour qu'on considère qu'ils ne font pas partie de cette norme. Et pour qu'on puisse réellement parler de troubles, il faut aussi que ces troubles de la coordination motrice aient un impact sur la vie quotidienne de ces enfants, que ce soit à la maison ou à l'école. Des tests psychomoteurs ont déjà permis d'en savoir plus. Parmi les multiples symptômes de la dyspraxie figure une mauvaise coordination œil-main. Les malades présentent également des difficultés à garder l'équilibre. Ils ont du mal à s'orienter dans l'espace et ont souvent une mauvaise notion du temps. Mais on ignore encore comment tous ces symptômes sont liés. C'est une recherche qui émerge, qui va commencer à se développer et on peut espérer qu'on comprenne de mieux en mieux ce qui se passe pour ces enfants. Seule certitude, la dyspraxie est d'origine neurologique. Les connexions entre les différentes régions du cerveau semblent ne pas s'établir correctement. Or, le moindre de nos mouvements sollicite plusieurs zones cérébrales simultanément. Après avoir été captée par l'œil, l'information visuelle passe du centre de la vision au cortex préfrontal, responsable de la perception sensorielle et de la planification des actions. Le cortex moteur va ensuite commander l'activation des muscles. D'autres parties du cerveau et du cervelet vont aider à ajuster les mouvements avec la synchronisation et la finesse nécessaires. En cas de dyspraxie, ce réseau de connexion neuronale est défaillant. Mais où se situe exactement le problème?
Les premières études pointent du doigt les lobes pariétaux du cerveau. Chez les enfants dyspraxiques, cette zone présente en effet une activité cérébrale différente de la normale. Moi, j'ai rien vu d'écrit là, c'est bizarre. Symptôme classique de la dyspraxie, la difficulté à automatiser des gestes déjà appris. Ok. Céleste doit sans cesse s'entraîner à écrire des mots pourtant connus depuis longtemps. Pourquoi elle revient toujours? Super, très bien. C'est parfait. On apprend aux enfants à écrire vers 6-7 ans et après, ce qu'on fait, c'est qu'on leur fait automatiser le geste écrit. Et donc, ce qui va se passer pour les enfants dyspraxiques, c'est qu'ils vont rester dans la situation des enfants de 6-7 ans qui sont obligés d'accorder de l'attention au dessin des lettres. Et donc, ils ne pourront pas, eux, accorder de l'attention à l'orthographe et surtout au concept. T'as écrit. Et est-ce que tu peux écrire en minuscules? Un simple test d'attention Super, permet de se mettre très à la bien. place d'un dyspraxique. Mémorisez cette suite de chiffres. Rien de très compliqué, non? Maintenant, refaites-le, mais en répétant à haute voix blablabla, blablabla. C'est déjà autrement plus difficile, n'est-ce pas? Si vous devez en même temps mettre dans votre système cérébral des chiffres à mémoriser tout en faisant blabla, en fait, vous allez saturer un système qui s'appelle la boucle phonologique, qui est un système de votre mémoire de travail. Et donc, avec le blabla, vous saturez cette boucle phonologique et il vous restera plus qu'un tout petit bout des ressources de ce système pour retenir les chiffres. C'est à ce phénomène de double tâche saturant le cerveau que les dyspraxiques sont confrontés à longueur de temps. Ces enfants, ils ont en fait des problèmes d'outils, qui sont juste un problème d'écriture manuscrite ou d'orientation spatiale, et que donc, à cause de ces problèmes d'outils, ils ne peuvent pas mettre en avant leurs compétences intellectuelles d'une certaine façon. Malgré sa dyspraxie, Céleste est curieuse de tout et très active. Ce qui me plaît le mieux, c'est le cheval et la natation et la danse. Elle est formidable, la petite Céleste. En France, le problème de la dyspraxie est pris plus au sérieux qu'en Allemagne. Et pour en parler, nous voici dans un collège de Bègles, près de Bordeaux, où le jeune Boris nous attend. Boris est dyspraxique. Il va bénéficier d'1 heure d'ergothérapie et a accepté que nous y assistions. Ces séances d'ergothérapie font partie de son cursus scolaire au sein de ce collège normal. Alors, Boris, qu'est-ce que tu fais là? Je fais assez. Tu te débrouilles déjà plutôt bien. Et Marilyn Cavigno, vous êtes l'ergothérapeute de Boris. Oui. On a vu un peu plus tôt que les enfants dyspraxiques avaient des difficultés à automatiser les gestes. Donc ce genre d'exercice, ça doit être extrêmement éprouvant pour eux, non? Alors c'est très compliqué, oui. En fait, on est plutôt dans le rituel, là. On essaye de ritualiser des gestes pour qu'ils deviennent un peu plus automatiques, mais on n'arrive jamais à ce qu'ils soient automatisés. On essaie de passer par des petites techniques avec des petites histoires pour que ils s'en souviennent. Mais c'est vrai que ça reste un geste très compliqué. Si on n'y arrive pas, tant pis, on passe par d'autres compensations. Il va mettre des scratchs ou voilà. Mais on ne va pas l'embêter non plus tout le temps avec ça. Et jusqu'à maintenant, on ne sait pas beaucoup sur la dyspraxie, mais on sait que jusqu'à maintenant, on ne peut pas le guérir. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'une thérapie peut aider? Nous, ce qu'on propose, c'est plutôt soit de trouver des stratégies pour y arriver, donc des ritualisations, des moyens autres aussi de faire, des suppléances, des compensations. Donc ce qu'on propose par exemple, c'est des outils adaptés aussi. Par exemple, dans le cadre scolaire, on va proposer des ciseaux particuliers, des compas particuliers. Et a priori, l'ordinateur vraiment est l'outil le plus recommandé. Et toi, Boris, tu as encore envie d'utiliser ta écriture à la main, ou tu préfères d'écrire tout avec ton ordi? L'écriture alors. Puisque ça me fatigue moins que l'écriture à la main. Et puis il faut garder l'écriture plaisir aussi.
c'est-à-dire sans les contraintes de temps, de vitesse. L'écriture, c'est vraiment très compliqué pour Boris. Là, on est vraiment dans les phénomènes très compliqués de double tâche. Vous allez pouvoir aussi vous mettre en situation. On va essayer de faire un calcul. 36 fois 14. Mettons, parce qu'on complique. Et vous allez chanter Frère Jacques. Ah, mais moi, aussi songe, frère Jacques, je ne peux pas le sauver, ce truc-là. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Ah, mais il faut calculer en même temps. Il faut poser l'opération. Ding dong, donc je ne peux pas calculer comme ça. 150, 100. Oh, ça fait... Ah, mais il faut continuer de chanter, là. Ah oui, frère Jacques, dormez-vous. À chaque fois, je suis obligé de m'arrêter pour le faire. Voilà. Oui. En même temps, tous les deux... C'est la situation dans laquelle Boris se trouve souvent, en tout cas. Ça demande un niveau d'attention et de concentration extrême quand il va faire des choses, quoi qu'il fasse, en fait, et l'écriture en particulier. La dyspraxie représente un vrai handicap pour l'enfant, d'où l'importance de commencer une thérapie le plus tôt possible. Malgré tout, comme les élèves touchés ont souvent du mal à tenir le rythme dans un collège normal, une école spécialisée a vu le jour à Paris en 2010 pour qu'ils reprennent goût à l'apprentissage. Dans son ancienne école, Maxence, 8 ans, faisait souvent l'objet de moqueries à cause de sa dyspraxie. Mais depuis qu'il va à l'école du CEREN, Centre de référence pour l'évaluation neuropsychologique de l'enfant, tout va mieux. Céleste et lui se sentent à leur place ici. Il s'agit de la première école française spécialisée dans les enfants 10. Tous ne sont pas atteints de dyspraxie. Ils souffrent aussi de dyslexie, c'est-à-dire de difficultés à lire, de dyscalculie, de difficultés à calculer, ou de dysphasie, un trouble de la communication verbale. Hervé Glazel est à la fois neuropsychologue et directeur de l'établissement. Des tests précis lui permettent d'évaluer le degré d'atteinte de ses élèves et de suivre leur évolution. Exemple avec Maxence. Le garçon se fatigue vite et son écriture se met à déraper. Les enfants qui présentent des troubles d'apprentissage sont généralement en grande souffrance. Pourquoi? Parce que justement, en fait, ce sont des enfants intelligents, qui sont parfaitement lucides, à la fois par rapport à leurs moyens et leurs difficultés. Et donc, ce sont des enfants à qui il faut apprendre à dompter leurs difficultés. Donc, vraiment, la règle pour aider l'enfant dyspraxique, c'est de lui proposer des outils de compensation, qu'on appelle des outils de remédiation, des outils de contournement de son trouble, c'est-à-dire, en fait, de réussir en dépit, si vous voulez, de sa difficulté. La chercheuse Caroline Huron aide à déterminer la méthode d'apprentissage la plus adaptée. En plus des problèmes d'écriture, les élèves ont aussi du mal à se repérer sur la feuille d'exercice. Il y en a une autre qui est liée au trouble de l'organisation du regard, qui ne va pas toucher tous les enfants, mais qui en touche un certain nombre, qui est liée au fait que les mouvements des yeux, c'est aussi des mouvements. Et donc, ils vont avoir des difficultés à orienter leur regard vers un exercice pertinent de manuel. Depuis que Maxence a le droit d'utiliser un ordinateur, il s'en sort mieux. Pour lui, c'est un immense soulagement. Tout simplement écrire, pour moi, j'ai beaucoup de mal. Je mets toute ma concentration dessus et puis après, j'ai plus les cours. Alors que là, on a juste à taper une touche, donc c'est super moins fatigant. Les exercices sont présentés de façon simple et aérée. Les autocollants sur le clavier l'aident à placer ses doigts. Comme chaque page ne contient qu'un seul exercice, le garçon peut mieux se concentrer sur le contenu. Il n'a aucune limite de temps imposée et le stylo ne lui sert qu'à signer sa feuille avant de la rendre au professeur. Céleste aussi travaille à l'ordinateur et se voit proposer des questionnaires à choix multiples au lieu de réponses à rédiger. Le texte et les images sont agrandis. Face à une feuille d'exercice normale, elle aurait été perdue. Son professeur simplifie donc la présentation en amont. Elle met les consignes en couleur pour faciliter encore les choses à Céleste.
C'est surtout lors de la lecture que les difficultés d'orientation spatiale se ressentent. Les illustrations les distraient, les lettres sont trop petites. De Titi, une souris, qui donnait de nouveaux amis. Le texte a été spécialement réécrit avec une police et un interligne plus grand pour Maxence, qui utilise aussi une règle de lecture, l'aidant à focaliser son attention sur la ligne à lire. À la radio, il y avait à Paris. Autre possibilité pour éviter aux élèves de perdre le fil, alterner 3 couleurs différentes pour chaque ligne. Une stratégie similaire est utilisée pour les mathématiques. Pour gérer les aspects difficultés d'orientation dans l'espace, ce sont des enfants qui souvent confondent par exemple 12 et 21. On va mettre des normes de couleurs, on va mettre les dizaines en rouge et on va mettre les unités en bleu par exemple, et on va les aider pour poser les opérations parce que c'est des enfants qui, quand il faut poser par exemple 125 et 32, si on ne met pas de support, ils vont mettre 32 là. Sur le site internet Le Cartable Fantastique, Caroline Huron propose une foule de conseils et de ressources pour que les enfants comme Maxence aient aussi une chance à l'école. Mais c'est pas parce qu'on a des problèmes qu'on est bête. Faut travailler, faut apprendre quoi. Quand je serai grand, je serai président. Maxence est bien déterminé à réussir. Reste à espérer que toujours plus d'enfants dyspraxiques auront la même chance que Céleste et lui, car les moyens de les aider existent et sont simples à mettre en œuvre. Vas-y. Fréquenter ce type d'école spécialisée est un vrai privilège. À Bègle, Boris suit les cours d'un collège normal, mais lui aussi est soutenu par toute l'équipe enseignante. Monsieur Dury, j'ai une question. Alors, vous êtes prof de maths ici, mais vous avez aussi une formation spéciale pour des étudiants avec des troubles de motricité. Oui. Ça veut dire quoi? Comment vous préparez votre cours, votre classe? J'ai construit un cours de façon à ce que d'abord on puisse lire un cours assez éclairci. J'ai mis le strict minimum en utilisant une police de caractère qui est l'Arial, avec une taille 14, des interlignes plutôt un peu plus espacées qu'à l'habitude, pour qu'il s'y repère plus facilement, et surtout l'utilisation d'un logiciel qui lui permet une manipulation aisée de l'instrument de géométrie comme le rapporteur. Et pendant un examen, comment ça se passe? Durant un examen, logiquement, Boris peut bénéficier des mêmes adaptations, à condition que ces adaptations aient été utilisées tout au long de l'année. Imaginez qu'on enlève les lunettes d'une personne qui en a besoin toute l'année. Pour un examen de conduite ou n'importe quel autre examen, on ne va pas les lui enlever. Eh bien, pour Boris, c'est exactement le même principe. Merci. Bonsoir. Madame Vilarazo? Oui. La maman de Boris. Il a l'air super intégré ici. Oui, parce qu'il a eu la chance de tomber sur une équipe éducative qui a su tout de suite comprendre quel était le problème. Ça a changé beaucoup de choses parce qu'il a de très bonnes notes, il a de super résultats depuis qu'il est rentré au collège. Parce que voilà, il a les adaptations qui sont mises en place, les professeurs qui font attention, qui adaptent les évaluations, par exemple, c'est très important. Donc du coup, ces notes s'en ressentent forcément. Et au moins, ses efforts sont payants et on voit qu'il peut apprendre dans des bonnes conditions, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Donc ça a été particulièrement difficile avant? Avant, c'était oui, beaucoup plus difficile pour lui parce qu'il devait écrire, parce que c'est vrai que le diagnostic a été un choc parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il soit dyspraxique. Et du coup, on s'est posé beaucoup de questions. Et oui, les parents d'enfants dyspraxiques se sentent souvent bien seuls, surtout en Allemagne où leur situation est d'autant plus difficile que la dyspraxie n'est pas prise très au sérieux, que ce soit dans la vie quotidienne ou par les chercheurs. Heureusement, certains s'efforcent de changer les choses. Quand Lucas veut partir en balade, c'est un vélo couché qui l'enfourche.
À 12 ans, il a du mal à garder l'équilibre, un problème typique des enfants souffrant de dyspraxie. Ce trouble est presque inconnu en Allemagne, où les parents ont tendance à se résigner et à croire que leur enfant est simplement un grand maladroit. C'est dommage, parce que c'est une maladie connue dans d'autres pays. Ici, en Allemagne, c'est le contraire. C'est énervant, mais c'est comme ça. La dyspraxie est considérée comme une vraie maladie dans le monde entier. Mais l'Allemagne accuse un retard. Conséquence, les familles ont encore du mal à obtenir l'aide nécessaire. Pourtant, avec le recul, la maman de Lucas s'est rendue compte que de nombreux symptômes étaient sans équivoque. Son fils avait du mal avec certains gestes, comme s'habiller seul, manger ou écrire. Il n'a commencé à parler qu'en entrant à l'école. Il a fallu presque 10 ans et d'innombrables consultations médicales pour que le bon diagnostic tombe enfin. Dyspraxie motrice et verbale. Mais obtenir plus d'informations sur la maladie a été ensuite un vrai parcours du combattant. Après avoir entendu ce diagnostic, nous sommes allés sur Internet pour trouver plus d'informations. Et là, nous avons constaté qu'il n'y avait pas grand-chose. Du moins, pas en allemand. Et alors ? Alors nous nous sommes dit que si ça n'existait pas, il fallait y remédier. Nous avons donc créé une page Internet et y avons rassemblé un maximum d'informations. Dyspraxie Online est la première page d'information exhaustive sur la maladie en allemand. Il était temps, car statistiquement, l'Allemagne aussi compterait plusieurs millions de personnes atteintes de ce trouble. L'hôpital pour enfants du quartier d'Altona à Hambourg. C'est ici que travaille l'un des rares spécialistes allemands de la dyspraxie, le professeur Michael Schulte-Markwort. Selon lui, la prévalence de cette maladie est largement sous-estimée, alors qu'un diagnostic précoce est essentiel. Chaque semaine, lors de mes consultations, je reçois 2 à 3 enfants présentant une dyspraxie de développement. C'est souvent la première fois qu'ils entendent parler de cette maladie, alors qu'ils ont déjà 10 à 12 ans, et qu'ils sont confrontés à de graves problèmes d'estime de soi. Une confiance ruinée par des années à faire de leur mieux pour réussir sans jamais y arriver, au point de se croire définitivement bon à rien. Pourtant, le pédopsychiatre soutient qu'une dyspraxie est facile à reconnaître, en particulier si l'enfant accomplit certains exercices moteurs très lentement alors qu'il présente un QI normal. En Allemagne, les médecins posent souvent un mauvais diagnostic, tel que celui de trouble du déficit de l'attention ou TDA. Diagnostiquer un TDA au lieu d'une dyspraxie est dangereux, dans la mesure où ce trouble nécessite en règle générale un traitement médicamenteux. Or, on n'utiliserait jamais de médicaments pour soigner une dyspraxie sans trouble comorbide, c'est-à-dire associé à la maladie. En cas de mauvais diagnostic, c'est donc une grave erreur. Le pédopsychiatre ne connaît que trop bien les lourdes conséquences d'un diagnostic erroné ou manquant. Il souffre lui-même d'une forme légère de dyspraxie. J'étais un enfant très maladroit, c'était évident. Mais ma dyspraxie n'a jamais été diagnostiquée. C'est au cours de mes études que j'ai remarqué que je présentais les mêmes symptômes, du moins partiellement. L'humanité peut s'estimer heureuse que je ne sois pas devenu chirurgien. Si la dyspraxie est sévère, le malade ne pourra mener sa scolarité à bien que si son handicap est reconnu comme tel dès les premières années d'école et que les professeurs en tiennent compte dans leur évaluation. Il ne faut pas noter ces élèves sur des activités pour lesquelles les conditions optimales ne sont pas réunies à l'école. L'enfant, les parents et les professeurs doivent se concerter et établir une approche personnalisée afin de compenser chaque problème. Lucas a même été accepté au lycée. Grâce à la mobilisation de ses parents, il bénéficie de temps supplémentaires lors des examens. Il pourra peut-être même utiliser son ordinateur, un outil qu'il maîtrise bien.
La dyspraxie est bien plus répandue qu'on veut le croire. Et même si nous aussi nous ignorions tout de cette maladie avant, nous espérons avoir contribué à mieux la faire connaître pour que ces enfants trouvent plus d'écoute et d'acceptation. Et merci à vous deux. Merci Boris d'avoir accepté qu'on te suive aujourd'hui. C'était super. Merci à vous. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Salut et à la prochaine. Au revoir. Restez curieux. Au revoir.